Merci à tous d'être là ce soir. On est ravis de pouvoir vous présenter ce webinaire sur l'hypersensibilité chimique multiple. Donc, Secret Toxique, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas, on est une ONG, une coalition d'associations. Aujourd'hui, on est plus de 90. On milite pour l'application de la réglementation sur les produits pesticides. Donc, plus généralement, cette réglementation existe, elle est peu, voire mal appliquée. Donc, nous, on milite principalement pour ça. Donc, SOS MCS est une des associations de la coalition Secret Toxique. Et régulièrement, on organise des webinaires sur des sujets qui nous semblent intéressants et sur lesquels on peut apporter de l'information complémentaire. Et donc là, on trouvait intéressant de pouvoir parler de l'hypersensibilité chimique parce qu'elle est très peu connue et reconnue. Et puis, l'objectif aussi, c'était d'intéresser les associations de la coalition Secret Toxique à cette problématique pour ce qu'elles puissent aider SOS MCS à mettre en avant les actions qui sensibilisent à cette maladie au courant du mois de mai prochain et en particulier sur la journée du 12 mai. Voilà, donc je laisse la parole à Pascale Poupin, la directrice de SOS MCS. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier sincèrement la coalition Secret Toxique et tout particulièrement Aurélie pour l'organisation du webinaire d'aujourd'hui consacré à la sensibilisation à notre maladie, la sensibilité chimique multiple. Grâce à cette initiative, un pas de plus a été franchi pour faire connaître cette pathologie encore trop méconnue et favoriser une meilleure compréhension de la réalité vécue par les personnes concernées. Alors aujourd'hui, je tiens à remercier le docteur Philippe Richard, qui est pneumologue à Saint-Omer et qui est membre de notre association, qui va vous expliquer au niveau médical donc notre maladie. Et ensuite, nous aurons Étienne, qui est aussi membre de notre association, notre ami belge, hein. On a quelques adhérents qui viennent donc de Belgique ou même d'autres pays. Et puis ensuite, je parlerai aussi de notre association et des activités qu'on fait tout au long de l'année. Voilà. Merci à Philippe, s'il veut prendre la parole. Bonjour à tous et à toutes et à tous plutôt. Écoutez, on va essayer en une demi-heure de faire le tour de l'hypersensibilité chimique multiple. C'est bien sûr très court hein, pour parler de cette pathologie. Donc je vais survoler plus que de rentrer dans les détails. Mais bon, si au fil de l'eau vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à m'interrompre. Ce sera plus sympa de répondre aux questions au fur et à mesure. Donc, l'hypersensibilité chimique multiple, c'est une maladie chronique qui est encore non totalement élucidée hein, et qui regroupe des symptômes très variés, qui sont récurrents, qui touchent plusieurs organes et qui sont liés à une exposition à divers produits chimiques environnementaux à des concentrations bien inférieures aux effets toxiques habituels. C'est ce qui fait un peu le fait que ce soit pas toujours compris de la population et même du milieu médical. Ce sont des symptômes très variés. Il n'y a malheureusement pas de test diagnostic paraclinique de certitude, une prise de sang, une radio ou tout autre examen complémentaire qui permettrait d'affirmer le diagnostic autrement que par l'interrogatoire, puisque le diagnostic se fait essentiellement par l'interrogatoire et les mécanismes exacts sont non totalement élucidés, alors qu'il y a de nombreuses pistes, vous le verrez un petit peu plus loin. Le terme privilégié par les patients, c'est la sensibilité chimique multiple. En anglais, c'est plutôt le MCS, Multiple Chemical Sensitivity. Et le terme utilisé souvent par les institutions françaises, c'est le SIOC, syndrome d'intolérance aux produits chimiques, voire un autre terme comme le TILT,
Bon, ça reste la même maladie avec les mêmes soucis et les mêmes conséquences pour les patients. L'intolérance environnementale idiopathique associe à l'hypersensibilité chimique multiple une intolérance au champ électromagnétique qui est associée à l'hypersensibilité chimique pour un petit tiers des patients. Et puis après, il y a d'autres maladies qui rentrent dans ce même cadre, comme la fibromyalgie et syndrome de fatigue chronique, mais qui sont d'autres maladies qui sont pas toujours, qui sont aussi très invalidantes pour certaines, et dont le mécanisme n'est pas toujours élucidé, tout comme l'hypersensibilité chimique multiple. Alors c'est une maladie fréquente quand même, vous voyez, 12 à 25% pour les formes modérées, autour des 3% pour les formes sévères. Ça touche surtout les femmes, non pas contrairement à ce que certains pourraient croire parce qu'elles sont psychologiquement fragiles, mais uniquement, semble-t-il, par des phénomènes hormonaux. Probablement, les phénomènes hormonaux entraînent, en particulier les oestrogènes, une multiplication de récepteurs que vous voyez le nom barbare, et qui sont des leviers importants dans la survenue de la symptomatologie de cette maladie. L'âge moyen est autour d'une cinquantaine d'années, mais malheureusement, il y a quand même pas mal de jeunes. Ça, c'est l'âge moyen, hein, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont atteints par cette pathologie. Voilà les études donc de prévalence, hein. Je vous ai dit que c'était entre, grosso modo, entre 5 et 15%. Vous voyez toutes différentes études là qui montrent d'autres chiffres. Il y en a de nombreuses, hein, vous voyez, États-Unis, Danemark, bon voilà, il y a beaucoup de choses. Là, c'est une étude, vous voyez, c'est quand même des études importantes, hein, 4000 sujets, où là, ils mettent l'accent sur le fait que c'est une maladie qui touche surtout les femmes et qu'il n'y a pas de facteur. Pardon? Il y avait une question? Non. Et il n'y a pas de facteur prédictif professionnel dans tous les cas pour cette étude. Là, c'est une autre étude qui montre qu'il y a des conséquences sociales importantes, des gens qui ont du mal à aller en course, qui perdent leur emploi, qui sont obligés de déménager. Là aussi, il y a une prédominance féminine. Là, ça n'a pas grand intérêt. Ici, on met l'accent sur les journées de travail perdues, les difficultés sociales, avec des difficultés pour aller en course ou ailleurs. Une association avec l'asthme, donc là, 50%, c'est pas du tout ce que je perçois dans les dizaines de patients dont je m'occupe. C'est beaucoup moins fréquent. En tous les cas, quand il s'associe à l'asthme, ça nous aide sur le plan de la prise en charge de ces patients, puisque l'asthme est reconnu par les institutions françaises, alors que l'hypersensibilité chimique multiple, tout le monde s'en fout. Enfin, pour les institutions, j'entends. Pas les patients, hein, bien sûr, parce qu'eux, ils souffrent. Et que, bien sûr, il y a une nécessité de réduire l'exposition à tous les produits chimiques, quels qu'ils soient. Anne Steinman, hein, c'est une Américaine qui travaille beaucoup sur le sujet et qui continue à travailler, qui a montré l'importance de cette pathologie. Voilà, ça c'est une autre étude qui souligne là aussi l'accès difficile à l'extérieur pour les patients qui perdent soit leur emploi, soit beaucoup de journées de travail, toujours le même auteur. La prévalence, c'est-à-dire le nombre de patients atteints, vous voyez, a tendance quand même à augmenter nettement. Il en est de même pour l'incidence, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de patients qui sont atteints. Vous voyez cette étude, toujours de la même Anne Steinman, en disant 3 fois plus de patients sont atteints par cette pathologie qui devrait faire l'objet d'une prise en charge publique qui n'est malheureusement pas le cas en France. En tous les cas, pas adapté en France. Les sujets à risque, en fait, cette étude relève un certain nombre de professions qui sont à risque. Personnellement, j'en ai pas identifié dans mon expérience. On voit de tout. N'importe qui peut être atteint de cette maladie, quel que soit son niveau de formation, quel que soit
son niveau social, il peut être atteint d'une hypersensibilité chimique multiple. Le diagnostic, il est clinique, je vous l'ai dit, il n'y a malheureusement pas d'examen complémentaire, c'est ce qui en fait la difficulté pour sa reconnaissance. Et c'est triste à dire, mais souvent c'est le patient qui fait le diagnostic lui-même, les médecins n'étant pas formés à cette pathologie. Donc le diagnostic clinique, il se fait soit avec un questionnaire à 6 critères qu'on va voir, soit avec le questionnaire un peu de référence qui est le KESI, en sachant que l'examen clinique en lui-même est normal et que il est assez facile d'éliminer d'autres pathologies et d'identifier donc clairement l'hypersensibilité chimique multiple. Voilà les 6 critères retenus sont des symptômes chroniques, on l'a dit, donc durant plus de 6 mois, qui touchent de nombreux organes et qui altèrent la qualité de vie à un plus ou moins haut niveau. Et quelquefois, c'est très, très invalidant, les gens devant rester chez eux, sans profession, sans aide et en voyant pratiquement personne parce que chacun est porteur souvent de produits chimiques, que ce soit des parfums ou autres. Ces symptômes sont récurrents, donc ils se reproduisent à chaque fois qu'il y a une exposition aux produits chimiques. Et ces symptômes impliquent souvent le système nerveux et souvent d'autres organes. Ils sont reproductibles donc avec des faibles doses de produits, hein, donc à des concentrations bien inférieures aux doses toxiques. Les substances chimiques sont très variées et les symptômes diminuent ou disparaissent quand l'exposition cesse. L'autre questionnaire plus complet qui est le KESI, en fait, il y a 10 questions sur les symptômes, sur les produits chimiques déclenchants et sur l'impact sur la qualité de vie. Enfin, c'est surtout ces trois éléments-là qui sont impactants. Et vous voyez que ça a une sensibilité, une spécificité quand même élevée. La réponse se fait donc avec des scores de symptômes, avec un score d'intolérance aux produits chimiques, un score de masquage, et à partir de là, on estime que le diagnostic est très probable, assez probable, douteux ou peu probable. Voilà, en fonction des scores, la façon dont on peut aborder le diagnostic par ce questionnaire. Alors, les symptômes, ben, ils sont, comme je le mets, indignes d'un grand hypochondriaque. C'est ce qui aussi en fait la difficulté d'approche pour des médecins non formés, c'est-à-dire qu'il va arriver quelqu'un qui se plaint de tout, enfin, dans tous les cas, de beaucoup de choses, beaucoup de symptômes, et il a du mal à savoir ce qui se passe réellement, puisqu'il ne connaît pas la maladie, et souvent, il prend ces patients-là pour un hypochondriaque. Vous savez, l'hypochondriaque, c'est celui qui a peur d'être malade et qui se plaint de tout et qui hypertrophie les sensations qu'il a et qui lui crée beaucoup de stress. Là, en l'occurrence, hein, il y a des symptômes respiratoires possibles, il y a des gens qui ont des picotements au niveau des yeux. J'ai souligné hein, les symptômes les plus fréquents, mais ils sont vraiment très variés. Les vertiges sont assez fréquents, les maux de tête, la fatigue, ça c'est pratiquement tout le monde. Les problèmes de concentration, c'est extrêmement fréquent. Et les insomnies. Donc, je fais pour les journées nationales de sommeil une petite étude sur les troubles de sommeil pour les patients à MCS en 2018. Et vous voyez que 40%, un bon 40%, avaient un sommeil perturbé. Et ceci en raison dans 2 tiers des cas, d'un réveil à cause d'odeurs chimiques au cours de la nuit. Donc, quand même, là, on a du mal à comprendre comment on peut étiqueter cette maladie de maladie psychologique dans la mesure où les gens dorment et se réveillent avec des odeurs chimiques. Et vous voyez que après éviction des produits chimiques, eh bien, on se retrouve avec 2 fois plus de patients qui dorment bien et 2 fois moins qui dorment moins bien. Avant éviction, après éviction. Il y a d'autres symptômes qui sont fréquents. Donc, on l'a vu, la fatigue, les douleurs musculaires ou articulaires, c'est fréquent. Beaucoup de douleurs abdominales ou de nausées. Et puis, souvent, il y a un contexte dépressif
et d'anxiété, mais bien sûr, quand on est gêné par ces produits chimiques, qu'on est rejeté par la société, y compris par les médecins, vous comprenez bien qu'on ne puisse pas être en grande forme psychologique et qu'on puisse avoir une dépression, la dépression étant alors la conséquence de la maladie. Et il faut souligner le fait que les traitements antidépresseurs, je n'ai vu personne, aucun patient MCS avec un traitement antidépresseur qui guérissait sa maladie. Il allait un peu mieux parce que ça diminuait son anxiété et la dépression liée à sa maladie, mais malheureusement, ça ne guérit pas la maladie. Il y a différentes formes cliniques selon l'intensité, hein. Il y a des gens qui sont, je prends souvent la comparaison avec l'asthme, hein. Il y a des gens qui font une crise d'asthme dans leur vie et qui sont étiquetés quand même asthmatiques, puis il y en a qui ne peuvent plus mettre un pied devant l'autre tellement ils sont essoufflés. C'est la même chose pour l'hypersensibilité chimique multiple. Il y a des gens qui sont gênés par quelques odeurs, et à ce moment-là, on peut d'ailleurs avoir du mal à appeler ça vraiment hypersensibilité chimique multiple, moins sensibilité chimique. Et puis des gens qui peuvent plus du tout avoir de contact social, qui peuvent plus travailler, qui sont dans la détresse la plus totale, enfermés chez eux ou dans leur voiture parce que chez eux il y a des odeurs qui sont insoutenables, et donc avec des formes extrêmement sévères. Il y a quelques formes donc associées à l'asthme, je vous l'ai dit, moi je n'ai pas du tout cette expérience de 55%, du tout. Mais il y a une étude qui en parle. Il y a l'association avec l'électro-hypersensibilité. Dans un tiers des cas, moi, je regardais un petit peu dans les patients. On avait fait une étude avec l'association SOS-MCS. On était à 18%. Mais c'est vrai que le panel, vous voyez, on était à 18% pour 68 patients. L'étude qui montre 30% est beaucoup plus vaste. Cette maladie survient de deux façons. Il y a une qui est assez rare, c'est on est exposé à une forte dose de produits chimiques, et puis après, ben, on développe progressivement des symptômes avec des faibles doses de produits chimiques qui deviennent de plus en plus, d'ailleurs, de plus en plus nombreux à gêner les patients. Ça, c'est une première histoire clinique qui peut arriver pour les patients. Et la forme la plus fréquente, quand même, c'est la forme progressive, c'est-à-dire des gens qui, d'un seul coup, se disent bah, quand je suis exposé à ces produits, je suis plus bien, j'ai une sensation de malaise, j'ai des problèmes de concentration, je suis vidé. Et progressivement, la symptomatologie s'aggrave pour des produits de plus en plus nombreux à des concentrations de plus en plus faibles. Ça, c'est très fréquent. Les patients le décrivent typiquement. Les examens complémentaires, on va dire un mot quand même, parce que bon, le problème des examens complémentaires dans le MCS, c'est que c'est bien de faire des examens complémentaires, mais encore faut-il que ça débouche sur une prise en charge spécifique. Alors, on peut chercher des déficits en fer, en vitamines, ça peut être intéressant, pas seulement pour le MCS. Il y a des examens complémentaires qui sont proposés par le consensus italien, on en dira un mot. C'est vraiment énorme, hein, et je ne suis pas sûr que ça débouche sur une prise en charge franchement salvatrice pour les patients. Il y a un test que je vous recommande quand même, et ça c'est les patients qui le disent, hein. Attention, il y a des pneumologues qui peuvent proposer ce test à la métacholine, qui est un test de diagnostic d'asthme, hein. C'est-à-dire que quand un pneumologue voit quelqu'un qui se plaint de pathologie respiratoire, qui ne connaît pas très bien l'hypersensibilité chimique multiple, qui se dit c'est peut-être un asthme qui est masqué, on va lui proposer un test à la métacholine pour voir s'il est asthmatique. Et ça, si vous êtes hypersensible chimique multiple, bon, il y a des patients qui montrent ils ont été très malades après. Et probablement, je vais trouver l'explication, je pense, dans le fait que la métacholine agit sur ce système nerveux autonome qui est un système nerveux qu'on a dans notre organisme et qui c'est un peu notre informatique. Il gère tous nos organes sans qu'on s'en aperçoive. C'est-à-dire que même quand on dort, il gère nos organes. C'est ça le système nerveux autonome. Et en fait, il y a dans l'hypersensibilité chimique multiple, ce système-là, il est déséquilibré. Il est probable que la métacholine
quand on la met en contact du patient qui a déjà ce déséquilibre-là, ça entraîne une exacerbation de la maladie. D'autres maladies, vous voyez, les tests de procréation, par exemple, il n'y en a aucun qui soit standardisé et on n'est pas sûr qu'il faille respirer quelque chose pour être malade. C'est-à-dire que, autrement dit, quelqu'un qui a une hypersensibilité chimique multiple, si on lui bouche le nez et qu'on le met en contact avec des produits chimiques, il peut quand même avoir des manifestations. Il y a des publications sur la mesure des composés organiques volatiles dans la laine. C'est valable pour l'hypersensibilité chimique multiple, mais pas seulement, puisqu'on peut le voir dans des cancers, hein, pour le diagnostic précoce. Hein. Vous savez qu'il y a des animaux qui perçoivent ça plus facilement. Donc, bon, c'est un élément qui peut être intéressant, mais ça reste de la recherche pour voir le taux de COV dans l'air qu'on expire. Les biomarqueurs, vous voyez, alors dans les publications, il y a tout ça. Il n'y en a aucun qui permette le diagnostic enfin, biologique de cette maladie. Ce sont souvent le reflet de tout ce qui ne va pas bien, de tous les dysfonctionnements qu'il y a dans l'hypersensibilité chimique multiple, et donc pas d'intérêt diagnostique actuellement. À titre d'exemple, on a montré qu'il y avait un taux d'histamine souvent élevé chez ces patients. Dans l'expérience que j'ai, moi, des antihistaminiques, puisqu'on dispose de ce médicament-là, je n'ai pas vu de patients qui en reviennent en disant, écoutez, vraiment, votre antihistaminique, ça y est, je suis guéri, quoi. Donc, c'est un reflet de la maladie, mais malheureusement pas la clé d'une thérapeutique qui permet de soulager les patients. Il y a d'autres examens beaucoup plus sophistiqués qui ont été utilisés par le professeur Bellepomme, hein, qui est un des rares médecins qui ait fait de la recherche sur la maladie, qui a montré qu'il y avait des dysfonctionnements au niveau du cerveau, hein, c'est une maladie neurologique, l'hypersensibilité chimique multiple, et qu'il y avait des zones qui étaient activées, sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir, et avec des modifications de la perfusion, de la vascularisation du cerveau. Il faut faire un diagnostic différentiel, hein, donc c'est assez facile, très honnêtement. Bon, il y a le syndrome de fatigue chronique, mais je vous ai dit que les gens atteints d'hypersensibilité chimique multiple étaient fatigués, mais ils sont fatigués quand ils sont exposés à un produit chimique, c'est ce qui n'est pas le cas là. L'asthme, bah, c'est très facile, il peut être associé à l'hypersensibilité chimique multiple, et c'est un diagnostic d'asthme, c'est pas très compliqué. Le syndrome d'hyperventilation, il peut intervenir comme facteur aggravant, mais ce n'est pas les substances chimiques qui déclenchent, puis le diagnostic est facilement fait. Là aussi, un diagnostic d'interrogation, par interrogatoire. Le syndrome des bâtiments malsains, c'est une autre histoire, et il n'y a pas que un seul patient qui est touché, mais tout l'entourage est touché, et ils guérissent après l'éviction, ce qui n'est malheureusement ils guérissent définitivement après l'éviction. Tandis que l'hypersensibilité chimique multiple, il faut une longue période d'éviction pour qu'il soit nettement amélioré de façon durable. Les intoxications professionnelles, c'est un cas bien particulier. Et à ce moment-là, on est exposé à un moment donné à quelque chose et on a une maladie en regard. L'hypersensibilité chimique multiple peut être professionnelle, mais ce n'est pas toujours le cas, loin de là. La fibromyalgie, et puis le facteur déclenchant n'est pas chimique. La fibromyalgie, elle est parfois associée chez les patients. Et ça, c'est exceptionnel. J'en ai jamais vu. Il y a un patient qui m'a dit c'est peut-être une mastocytose. Ça, c'est facile à éliminer. Vous voyez, on fait une prise de sang. Là, on a une prise de sang qui est carrée. Et si le taux est supérieur à ça, on a un diagnostic. Sinon, c'est pas la peine. Facteurs déclenchants, ils sont très variés, mais vous voyez que les détergents, les assouplissants, les lessives, les parfums qu'on se met sur le corps, les pesticides bien connus de secrets toxiques et d'autres associations, les gaz d'échappement, ça c'est très fréquent, les gens qui fument, le chlore de l'eau du robinet,
la javel aussi, les gens qui lisent le journal, et puis, vous voyez, les moisissures aussi, hein. Les moisissures, ça peut être très, très, très invalidant. Pourquoi? Parce que ça délivre des composés organiques volatiles. Et il semblerait que, puisqu'on en est à ce stade de repérer les substances incriminées, les composés organiques volatiles sont un peu le point commun de beaucoup de ces produits chimiques responsables de la maladie, mais les pesticides, fongicides sont eux aussi responsables. Une des fondatrices de SOS-MCS a développé sa maladie après avoir investi une maison neuve en bois qui avait été traitée par des fongicides. Bon, il y a d'autres facteurs déclenchants, mais moins fréquents. La reconnaissance de la maladie par l'Organisation mondiale de la santé s'était faite dans la précédente classification internationale dans une certaine rubrique, sous forme de autre allergie non précisée. La nouvelle version, elle, noie un peu la maladie dans toutes ces maladies allergiques. Bon, il y a des choses. Bon, bien sûr, on aurait aimé qu'il y ait marqué ici hypersensibilité chimique multiple. Là, c'est noyé dans, vous voyez, par exemple, hypersensibilité de type non spécifique. Donc ça veut dire MCS, hein, Ça veut rien ou dire. SR, comme on voudra. Mais malheureusement, donc, l'OMS n'a pas encore reconnu ça de façon carrée. La reconnaissance en Europe est faite. Malheureusement, vous voyez qu'il n'y a pas la France. Hein, vous voyez, il y a bien d'autres pays qui la prennent en compte. Il y a des pays extra-européens, avec au Canada des gens là aussi, un peu comme en France, il y a des gens qui voient dans l'hypersensibilité chimique multiple autre chose qu'une maladie euh, authentiquement liée à des processus de dysfonctionnement neurologique liés aux produits chimiques. Donc, en maladie, en Italie, il y a eu un consensus donc ils ont réuni tous les spécialistes. Chacun a fait une liste d'examens cliniques et complémentaires. Le gros intérêt de ça, c'est certainement qu'il y a une prise en charge hospitalière qui est codifiée et qui permet de prendre en charge les patients dans des conditions à peu près convenables, sans parfum, sans produits chimiques. Et Dieu sait que la qualité de l'air intérieur dans les hôpitaux est absolument pourrie à cause de tous les produits qui sont utilisés, entre autres. Donc, vous dire un petit mot de comment je vois la maladie au niveau organique. Bon, l'hypothèse psychologique, hein, je vous l'ai dit, souvent on dit c'est dans la tête, il y a une dépression, alors que la dépression est la conséquence de la maladie. L'expérience clinique que j'ai, c'est que les, les patients dépressifs non SCM, non atteints d'hypersensibilité chimique multiple, il n'y a rien qui les intéresse. Ils sont effondrés, ils sont intéressés par rien. Les patients qui sont atteints d'une hypersensibilité chimique multiple, par contre, et qui sont dépressifs à cause de leur maladie, ils ont tous la volonté de s'en sortir. Ça, c'est un signe clinique quand même qui permet de différencier facilement les choses. Il y a une activité immunologique. Je pense que l'immunologie intervient manifestement dans la maladie comme facteur aggravant. Il y a de nombreuses études qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du système immunitaire avec un déclenchement de l'inflammation sur le système nerveux qui peut maintenir le stress et la maladie dépressive. Hypothèse génétique, ça, à mon avis, c'est complémentaire. Il y a certaines enzymes qui fonctionnent moins bien chez certains patients. C'est pour ça qu'on voit de temps en temps dans les antécédents du patient, certains patients hépatites, avec donc de ce fait-là un dysfonctionnement d'enzymes qui peut intervenir comme une détoxification
une détoxification des produits chimiques insuffisante, avec des choses comme le glutathion, hein, qui est un antioxydant et qui qui est épuisé chez ces patients. Alors, voilà très simplement comment je vois les choses à travers toutes les lectures que j'ai pu faire sur le côté organique de la maladie. Il y a des substances chimiques avec probablement un point central qui sont les composés organiques volatiles. Ça passe par le nez pour certains patients, par les poumons pour d'autres, et peut-être par la peau et le tube digestif pour d'autres, voire un peu de tout ça. Ça passe dans la circulation sanguine à ce niveau-là. Et s'il y a un déficit en enzymes et une activation du système immunitaire, ben ça entraîne une inflammation du système nerveux. Donc, soit par ce biais-là, soit en activant plusieurs zones du cerveau, avec, à cause de cette maladie, des produits qui vont entraîner une vasodilatation. Hein, je vous ai dit que ça avait été mis en évidence par le professeur Bellepomme, une dysrégulation de ce système nerveux autonome dont je vous ai parlé, différentes libérations de substances qui sont inflammatoires et qui vont entraîner une dysrégulation du système nerveux avec les nombreux symptômes qu'on a vus. Là, c'est une petite diapositive qui montre la dissémination de tout le système immunitaire dans l'organisme. Donc, vous voyez, il y en a au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau de la peau, au niveau du système digestif, des voies respiratoires, ce qui pourrait expliquer cette grande variété de symptômes chez les patients. Alors, quelle est la réalité? Les symptômes sont non spécifiques, les tests de provocation sont discordants, le contexte psychologique est estimé particulier par un certain nombre de médecins. La physiologie est mal connue, mais et alors, on est quoi? On est face à des souffrances et un retentissement important. Il faut quand même avoir l'humilité de garder à l'esprit que ce qui se passait dans le Nord et qui était bien connu, c'est le syndrome du canari qui existait dans vous savez, dans les mines, quand il y avait des canaris qui étaient mis dans les mines et qui permettaient, du fait de leur grande sensibilité au monoxyde de carbone et au méthane, d'avertir les travailleurs. Dès que le canari battait de l'aile, ils savaient qu'il y avait soit un risque d'intoxication au monoxyde de carbone, soit qu'il était susceptible d'y avoir un coup de grisou, une explosion dans la mine. Donc, c'est peut-être que les gens atteints d'hypersensibilité chimique multiple sont des canaris dans notre société. Et puis, bien sûr, vous voyez quelques témoignages qui vont de la détresse face à la non-reconnaissance de la maladie jusqu'à des demandes d'euthanasie en Belgique ou ailleurs, tant la maladie est invalidante. Traitement, il n'y a pas de traitement universel, hélas. J'ai mis l'annonce du diagnostic dans le traitement parce que ces patients ont été brinque-ballés pendant quelquefois des années et des années par tout le monde. Tout le monde, y compris l'entourage, peut leur dire que ici ils sont pas bien dans leur tête. Et le fait, moi je l'ai vu à plusieurs reprises, quand les patients étaient accompagnés de l'accompagnateur, quand je disais, ben oui, la maladie que vous avez, c'est une hypersensibilité chimique multiple. Elle est malheureusement ignorée par beaucoup, mais vous avez une authentique maladie. Ça apporte un certain apaisement chez le patient parce qu'il se dit enfin, on ne me prend pas pour un timbré. Et puis ça apporte aussi un apaisement sur l'entourage et une meilleure compréhension de l'entourage pour ceux qui veulent bien l'entendre. Je l'ai même vu au cours d'un congrès, justement au congrès sommeil, quand j'ai parlé de la maladie, dans l'assistance, il y avait une jeune fille qui était atteinte de cette maladie, et j'ai vu qu'à côté, le compagnon s'apaisait au fur et à mesure de ma présentation. L'éviction est nécessaire. J'ai essayé, j'ai demandé d'ailleurs au ministère en 2018 qu'il y ait des abris
sans exposition chimique, qui soit construit un par région pour recueillir les gens atteints des formes les plus sévères, mais malheureusement, à ce jour, je n'ai pas été entendu. Il y a des masques qui peuvent être utilisés, mais hélas, je vous ai mis des masques là qui sont quelquefois les plus utilisés, les plus performants, mais ça ne soulage pas tout le monde. En cas d'hospitalisation, l'idéal, ça serait d'appliquer ces recommandations italiennes, mais c'est extrêmement compliqué en tous les cas, non applicable en France. Pas de latex, pas de parfum, pas de produits chimiques dans l'environnement, des draps qui a été lavé sans assouplissant, sans tout ça. Malheureusement, c'est l'idéal, mais ce n'est pas le cas en France. La prudence sur les médicaments, parce que je ne sais pas pourquoi, enfin probablement pour des problèmes enzymatiques dont on a parlé. Les patients ont une plus grande sensibilité aux médicaments aussi, donc il faut y aller sur la pointe des pieds quand on introduit des médicaments dont on va voir quelques-uns ensuite. Ce qui est très important, et je le signale aux patients, c'est l'adhésion à l'association de patients parce qu'il y a un soutien indiscutable, important et une information qu'aucun médecin n'apporte par ailleurs, malheureusement. Il y en a qui suivent un régime alimentaire. Bon, le bio, ça ne fait de mal à personne, pourquoi pas. Faire du sport, méditer, ça peut rendre service à tout le monde. Une petite enquête qu'on a faite avec l'association sur les traitements, vous voyez, je vous ai dit, il n'y a pas de traitement universel. Vous voyez les principaux traitements qui avaient été mis en place, avec des pourcentages très variés, mais ce qui ressort surtout aussi après, c'est, vous voyez, chacun essaye quelque chose, malheureusement. Comme la prise en charge n'est pas bonne en France, eh bien, chacun essaye de trouver quelque chose pour le soulager. Je vous laisse imaginer la variété des traitements qui peuvent être utilisés. Donc ça, c'était en 2022. Et vous voyez qu'en 2024, les choses n'ont pas changé, c'est toujours aussi varié. Traitements médicamenteux, il y en a quelques-uns avec des explications physiopathologiques que j'ai mises là et ça c'est quelques publications qui affirment l'efficacité. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que malheureusement, on n'a pas tout le temps nécessaire. Il y en a pour les troubles digestifs, les maux de tête, les migraines, les douleurs, l'insomnie. Tout ça peut rendre service quelquefois à des patients. Voilà la biographie. Et puis, j'aurais dire un mot sur la thérapeutique cognitive et comportementale. On avait fait une enquête en 2024 sur 220 patients. Il y avait eu malheureusement qu'un quart de réponse. 8 avaient eu une thérapeutique cognitive et comportementale. Un seul sur ces patients avait été partiellement amélioré. Alors, que penser de cette thérapeutique cognitive et comportementale ? Il faut reconnaître que quand les médecins ne connaissent pas une maladie, excusez-moi, il y a une faute d'orthographe, ils ont la fâcheuse tendance à dire c'est psychologique. Et c'est vrai que comme les patients sont pas bien en forme à cause de leur maladie, ils sont un peu dépressifs, c'est très facile quand on ne connaît pas une maladie de dire c'est psychologique. Cependant, il y a eu des témoignages récents de patients MCS. Je vous ai dit qu'il y avait un seul patient qui avait été partiellement amélioré dans notre recherche. Vous voyez ici, un seul partiellement amélioré. Là, on a quand même eu des témoignages très forts. Et moi, je crois les patients. Les études, c'est très bien, les publications, etc. Mais les patients, c'est important. Ils nous apprennent beaucoup de choses. Et il y a des patients qui ont manifestement été très améliorés par la thérapeutique cognitive et comportementale. Ça peut rendre service. Alors, pas à la majorité des patients. Si c'était une thérapeutique universelle, ça serait malheureusement, par exemple, en France, le seul traitement, je dis bien le seul traitement qui est proposé par les institutions, c'est la thérapeutique cognitive et comportementale. Et à mon sens, ça lui porte beaucoup préjudice. Donc, en tous les cas, pas pour la majorité des patients. Après, la question que je me pose, c'est comment déterminer les quelques patients qui peuvent en tirer bénéfice.
certainement des formes cliniques que je ne sais pas déterminer à ce jour. Enfin, la thérapeutique cognitive et comportementale qui leur a rendu service à ces patients, hein, dont on a eu le témoignage récent, eh bien, elle n'est certainement pas la thérapeutique cognitive et comportementale qui a été suivie c'est pas une thérapeutique tout venante, c'est une thérapeutique comportementale, cognitive et comportementale qui, à mon sens, est spécifique et qui doivent être faites par des spécialistes au sein de ce groupe de thérapeutes. Et enfin, je terminerai par le fait que c'est bien de faire des recherches sur cette thérapeutique qui est présentée comme la panacée par nos institutions, mais il est plus qu'indispensable que des études soient faites avec des traitements médicamenteux ou autres. Je vous remercie pour votre attention et suis à votre disposition pour Oh. des renseignements. Je suis désolé, hein, j'ai dépassé de 5 minutes, mais vous comprenez que Mhm. c'est difficile de parler de cette pathologie, cette maladie en seulement une demi-heure. Merci beaucoup et pour votre rapidité et tout le contenu que vous nous avez apporté. Voilà ce que j'allais proposer. Les mains commencent à se lever. Donc n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions. C'est dans la barre réagir en bas où il y a le cœur. Il y a le petit curseur à droite et vous pouvez du coup lever la main. Donc Tanguy. Bonsoir, mais merci à tous d'être là et de venir nous en dire plus sur cette maladie. Alors moi, j'ai plusieurs questions. Comment est-ce qu'on a pu faire le lien entre tous ces symptômes et les produits chimiques, puisque apparemment, il y a quand même des symptômes très très variés. Et qu'est-ce qui a fait, puisqu'on s'est rendu compte que même avec certains tests à certains produits, bah, les résultats n'étaient pas forcément concluants. Donc, comment est-ce qu'on a réussi à combiner, à mettre un nom sur cette maladie et son rapport avec les produits chimiques, puisqu'apparemment, elle est vraiment multiple et se manifeste de manière protéiforme. J'ai plusieurs questions, hein. Également aussi, vous insistez beaucoup sur le nez. Et alors, du coup, est-ce que vous disiez que peut passer par le système digestif, mais est-ce que c'est vraiment surtout lié aux odeurs ou est-ce qu'il y a aussi, ben, voilà, le- l'ingestion, le contact. Et puis voilà, je me posais aussi pour la question ce que c'était qu'un score de masquage et pourquoi est-ce que des personnes qui ont des prothèses ou qui ont- sont nées par césarienne ou qui ont accouché par césarienne présentent un risque plus élevé d'avoir cette maladie. Voilà, merci. C'est à moi que vous posez la question ou Oui, oui, oui. Bon, enfin, après, si d'autres personnes peuvent répondre, les premiers concernés aussi, bien sûr. euh, le lien entre produits chimiques et symptômes, c'est extrêmement facile. Si vous avez quelqu'un qui, à chaque fois qui sent une certaine lessive, pour ne citer qu'elle, ou un certain assouplissant, commence à avoir des malaises, à avoir des maux de tête, à avoir des vertiges, à avoir des nausées, à ne plus pouvoir savoir se concentrer, le lien, il est clinique, il est manifestement, enfin, c'est très facile, quoi. Et c'est un peu comme si je vous disais, ben, vous avez une sensation de brûlure, je comprends pas très bien, parce que si je vous mets le briquet sur la peau et que vous avez une sensation de brûlure, le lien, il est vite fait, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a pas beaucoup à se poser de questions là-dessus. Pour ce qui est du nez, je suis troublé par les études sur l'hypersensibilité chimique multiple et les tests d'olfaction. Il y a des études dissociées. Euh, il- il- si vous voulez, si vous bouchez le nez, vous allez respirer par la bouche, l'air va passer par votre bouche, mais il va quand même, par derrière, arriver sur les centres olfactifs. Donc, même nez bouché, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait il y ait des patients à qui on bouche le nez et puis qui sont quand même, qui ont quand même des réactions. Vous voyez. Pour ce qui est de l'index de masquage, alors j'avoue que bon, ça fait partie du questionnaire KESI.
j'avoue que je n'en tiens compte que discrètement dans les moyens diagnostiques. Moi, parce que pour moi, ça, je vois pas l'intérêt. Je le dis, je suis assez franc. Hein, dans ma pratique, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est les symptômes, les symptômes en présence de produits chimiques. Et ce qui m'intéresse, parce que ça a du retentissement chez le patient. Et puis le troisième point qui me paraît très important, ça permet aussi de déterminer la sévérité de la maladie, c'est les conséquences sociales. Quelqu'un qui peut continuer à travailler, à aller faire des courses, c'est quand même pas tout à fait la même chose que quelqu'un qui est obligé de dormir dans sa voiture reclus, qui peut pas aller faire de courses, qui peut voir personne, parce que les personnes ont du produit chimique sur eux. Enfin, dernière question, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'aborde la dernière. Vous avez vu, il y a la césarienne et le métal responsable d'hypersensibilité chimique multiple. C'est une étude qui a montré ça. Bon, voilà. Donc, j'ai rapporté cette étude-là. Dans mon expérience, j'ai pas vu de gens qui avaient de patientes qui avaient plus de césariennes et plus, ça m'a pas sauté aux yeux. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça ne m'a pas sauté aux yeux. Ou des gens qui ont des prothèses métalliques. Il y a quelques rares patients qui disent, il faut les écouter. Hein, c'est une maladie qui est très polymorphe. C'est ça aussi qui fait sa difficulté, c'est que un patient n'est pas l'autre et les symptômes ne sont pas l'autre et la gravité n'est pas l'autre. Mais ça n'endort pas moins vrai que les gens qui disent moi, depuis on m'a mis une prothèse avec tel produit, mon hypersensibilité chimique multiple s'est aggravée. Moi, je n'ai aucune raison de ne pas croire ces patients, quoi. Bon, après, scientifiquement, vous savez comment ça se passe, et c'est des statistiques. Il faut que le pourcentage soit suffisamment important de patients qui sont euh, aggravés par ça, soit important pour pouvoir dire il y a un lien de cause à effet indiscutable. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Oui, oui, merci. Bah, après, je ne sais pas si voilà, d'autres personnes veulent réagir ou Oui, apporter puis des éléments de réponse. j'ai Merci. Étienne qui devait intervenir et qui a priori est pris par le temps. Oui, Donc Étienne, ce que je propose, c'est... Non, c'est pas ça, j'avais cru comprendre ça oui, oui, c'est ça. dans le chat. Non, non, mais en fait, comme j'avais en tête qu'on terminait à 18h30, si vous voulez Voilà. encore Bon, partir, Docteur alors, il faut terminer. Vas-y, juste, je vais Étienne. juste dire une chose. Docteur Richard, il y a des demandes pour voir si on pourra avoir accès à votre diaporama. Donc, si c'est possible, on verra avec Pascal ensuite. Et donc, Pascal, je vous redonne la parole à toi et à Étienne. Et puis après, on avait une question d'une personne aussi où c'est noté admin. Je suis désolée, j'ai pas votre prénom. Bien, merci Aurélie. Merci docteur Richard. Donc on va passer maintenant la parole à Étienne, donc qui vient de Belgique et qui va nous faire son témoignage. Bien, merci. Donc, je m'appelle Étienne Cauze, j'ai 61 ans et je suis diplômé ingénieur chimiste des industries agricoles, donc c'est un bac plus 5 belge, hein, euh, obtenu en 87. Je suis un cas léger. Bon, mes études, mon travail de fin d'études et ma première expérience, c'était en labo, y compris un an dans celui qui a suivi la pollution de Céveso. Mais n'y voyez pas de lien avec la maladie, je n'oserais pas le faire. Euh, D'autant que au début, j'ai plutôt été affecté par de la fatigue chronique qui devait être due à des apnées du sommeil qui ont été détectées tardivement. Donc, il y a eu une confusion là-dedans. Euh, je ne sais pas quand être, mais euh, ce, ce qui est assez spectaculaire, c'est qu'en 89, j'arrête le café parce que ça m'endort. Mais je vous assure, si je réessaye maintenant, c'est dans les 30 secondes. Entre-temps, j'ai pu déterminer, grâce à un médecin, que c'était les volatiles, probablement les produits de torréfaction.
qui me faisait cet effet-là. Mm. Mais bon, je suis un patient léger, mais j'ai d'autres symptômes que la somnolence. Euh, donc, il a fallu attendre 2004 pour que je, je ressente euh, des effets spécifiques à un solvant, malgré mon expérience en labo, hein. Là, j'étais le seul dans ma famille à en avoir. En 2007, là, ça s'est vraiment aggravé. Ça a été ma dernière voiture neuve. Euh, J'en sortais parfois avec le teint gris, ce qui devrait alarmer un secouriste. Mais surtout, euh, avec comme de l'ébriété. De la confusion, un équilibre difficile. Euh, En 2010, il m'est arrivé dans des salles de réunion, donc ça c'était en milieu professionnel, de porter un vrai masque à cartouche, parce que c'était dans un bâtiment fraîchement rénové. Les solvants me touchent même à l'extérieur, quand quelqu'un a décapé, a traité du bois. Euh, En 2016, donc, j'étais affecté par des gaz de combustion, ah, gaz, acétylène euh, et autres. Mais alors, donc, j'en venais, j'en venais à avoir des sursauts vraiment incontrôlables, mais aussi euh, des grognements incontrôlables. Et plus tard, parfois des pleurs. Après tout, s'il existe des antidépresseurs chimiques, bah, il doit aussi exister des dépresseurs. Mm. Euh, En milieu professionnel, j'étais encore équipier de première intervention, c'est-à-dire que j'avais des exercices de lutte contre l'incendie. J'ai arrêté ça en 2018 parce que la fumée du carton, euh, ça, bon, ça piquait aux yeux d'une part, mais après, c'était assez lourd. Euh, et là, on est de nouveau dans la pyrolyse de produits naturels. Donc, je ne vais pas vous parler beaucoup de toxiques spécifiques, quoi. Euh, oui, j'ai commencé à devoir me retirer à des funérailles à cause de l'encens. Maintenant, je peux à peine entrer dans une église, même si la célébration a eu lieu bien avant, quoi. Euh, et puis, maintenant, je ressens fort les arômes de certaines cigarettes électroniques. Bon, elles ont parfois un simple effet de somnolence. Mais figurez-vous, au centre de Bruxelles, on, on cuit des gaufres partout, dans le vieux centre de Bruxelles, avec les fenêtres ouvertes. Et ben, ça aussi, ça m'affecte. Je me suis même rendu compte, quelqu'un cuisait des pop-corn à l'extérieur. Euh, donc, ça me donne cette hypotension, et éventuellement me faire tituber. Mm. Donc, c'est pas énorme, c'est pas avoir mal quelque part, mais c'est vraiment être pas bien et à la limite insortable, quoi. Alors, c'est là que j'avais levé la main. Je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a pas que les volatiles. Donc, en consommant par exemple quelque chose qui est édulcoré, avec de l'acésulfame-K, bon ben voilà, c'est un peu. Mais surtout l'aspartame. Et là, il faut Mm. savoir que l'aspartame euh, se décompose partiellement, enfin très légèrement, c'est admis, dans l'organisme en formant du méthanol. Bon, ben, clairement, le méthanol, euh, on peut l'avoir respiré, mais si on l'a dans le sang parce qu'on a absorbé une source de méthanol, voilà. Euh, donc, il n'y a pas que les volatiles, et c'est la réponse à ceux qui diraient que c'est psychologique, quoi. Mm. Bon, professionnellement, comment je vis avec ça? Ben, je dois me méfier de passer à proximité d'un chantier, me méfier des salles de réunion que je ne connais pas, euh, je- prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, parce que il suffit d'une personne qui est passée dedans. Euh, je ne monte pas dans une voiture de moins de 4 ans.
Donc le covoiturage est difficile. Mais il m'est déjà arrivé, dans 2 bus, d'être pas bien non plus. Bon, autant dire que je suis peu performant, mais allez. Euh, c'est peut-être un stéréotype. Donc, je travaille dans la musique, c'est la nuit plus ou moins, et à côté de ça, bon, enfin, voilà, je m'en tire encore. Le lien social, bah, avec des symptômes bizarres, comme je vous ai décrit, ça peut parfois être gênant. Je dois parfois quitter précipitamment une fête. Oui, parce que on a, on a allumé des chauffe-plats avec du combustible solide. Une personne est trop parfumée ou les lieux sont trop parfumés. Effectivement, la, le canari comme espèce sentinelle, bah oui, je suis d'origine carolingienne, donc une région minière, donc on me l'a sorti. Mais je dirais aussi, pensez à la crise de la dioxine, comme on l'a appelée en Belgique, en 99. Ben, euh, on a eu l'attention attirée parce que, sans savoir ce que les poulets avaient, ben, ils en mouraient. Donc, c'était, les oiseaux sont manifestement sensibles à différentes choses. Euh, J'espère ne pas être trop long. Euh, que pensent les médecins de tout cela? Bah, euh, c'est un syndrome vagal. Euh, Par contre, j'ai eu une médecin traitante, maintenant retraitée, qui m'a dit, tu es une élite, mais je te crois, parce que j'ai une amie, quand je vais la voir à Paris, je dois faire attention à ce que je porte, parce que elle est hypersensible au parfum, et donc un foulard pourrait en porter. Alors, il y en a un qui m'a fait faire donc le test du café moulu. C'est comme ça que je sais que ce sont les volatiles qui me posent problème pour le café. L'homéopathie m'a aidé. Mon nouveau médecin traitant, ben, il sait qu'il doit ouvrir la fenêtre quand je vais le voir parce que son mobilier est en aggloméré trop neuf. Et sinon, ben, je sais que je dois faire attention à mon alimentation, quoi. Euh, Mon épouse, qui est biologiste, spécialiste en qualité des vaccins, bah, a, a compris assez vite ce qui se passait. Un jour, elle m'a ramené le bio-info d'une boutique de produits bio et autres. Et il y avait un titre sur le syndrome de sensibilité chimique multiple. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec l'association SES-MCS, que j'ai pris connaissance du questionnaire COESI, rempli avec une concitoyenne qui est médecin en santé publique, ancienne de MSF ou quoi. Euh, et bon, je suis à la limite. Il y a des trucs pas nets. Par exemple, la sensibilité au café, mais par contre, le thé sucré me convient bien. Bon, ben là, avec les questions euh, du formulaire, donc ça fait baisser mon score. Euh, et enfin, dans ce que j'avais noté, hein, donc, euh, au niveau un peu professionnel, je connais un peu les praticiens de la Société scientifique de médecine générale en Belgique francophone qui édite la page web Docteur Coquelicot. Bon, ils connaissent un peu le système. Euh, alors, j'ai noté dans la présentation précédente des choses que je pourrais ajouter. Donc, manifestement, mon syndrome est venu progressivement. Euh, je, oh, Quand j'étais jeune, je donnais du plasma. Mes sacs étaient marqués T+, parce que apparemment j'avais un taux fort et constant d'anticorps antitétaniques. Donc mes sacs étaient donnés à des blessés non vaccinés. Euh, mais maintenant, oui, suite au télétravail, je me suis dit je peux bien y retourner.
Donc, je redonne du plasma, mais là, régulièrement, on fait la remarque d'un taux de fer assez faible. Voilà une information pour le médecin qui nous écoute. Euh, et alors, mes, mes symptômes se sont aggravés ces 2 dernières années, mais ce qu'il y a aussi, c'est que euh, ils se prolongent les jours suivants. Ça, ça peut être gênant. Et alors, je voudrais ajouter une chose, j'en ai parlé sur un forum de SOS MCS. Donc, une autre sensibilité que j'ai est visuelle, c'est-à-dire euh, une simulation euh, par réalité augmentée, simulation de trafic, m'a vraiment, m'a vraiment fait du mal une fois. Donc, j'ai arrêté après 30 secondes. Et même au cinéma, des images caméra sur l'épaule, donc le style des frères Dardenne, quoi, hein, ou des images prises par un drone très mobile, euh, ou alors des publicités, c'est pire, il y a des trucs qui défilent. Donc là, euh, j'essaie d'éviter de regarder parce que euh, ça me, ça me cause un peu les mêmes symptômes. Et donc, en rentrant, ben, je dois laisser conduire mon épouse parce que j'ai un peu le vertige, quoi. Apparemment, je ne suis pas le seul euh, dans les patients de SN. Je m'appelle Pascal Poupin. Après une longue carrière dans l'enseignement, j'ai choisi de consacrer ma retraite à une cause qui me tient profondément à cœur. Aujourd'hui, je suis présidente de SOS MCS et je défends les personnes souffrant de sensibilité chimique multiple, SCM ou MCS en anglais, une hypersensibilité aux produits chimiques qui altère gravement la qualité de vie. Notre association a été créée en 2003 par Marion Taillol et Catherine Lemasson, elles-mêmes atteintes de SCM. À l'époque, elles étaient seules face à une maladie incomprise. Elles se heurtaient au silence du monde médical et à l'isolement social. Aujourd'hui, SOS MCS agit sur tout le territoire français avec des antennes locales et des partenariats internationaux. Nous luttons contre l'incompréhension totale et la psychiatrisation de nos symptômes. Même si le regard change petit à petit, l'errance médicale reste une réalité. Notre rôle est de transformer cette souffrance en action collective pour obtenir une reconnaissance sociale et médicale. La réalité dramatique de la SCM. La SCM, décrite dès les années 1950 par l'allergologue américain Theron Randolph, touche tous les âges, sexes et milieux sociaux, principalement les femmes. Elle se manifeste par une intolérance 1000 fois supérieure aux produits chimiques tels que les solvants volatiles, les métaux lourds, médicaments, alimentation, mercure, etc. Les pesticides sont des déclencheurs initiaux et aggravants de la SCM. Exposés via l'air, l'eau, les aliments ou les traitements agricoles, ils provoquent maux de tête, troubles respiratoires, neurologiques, fatigue chronique et perturbations endocriniennes. Notre association alerte sur cette pollution croissante, responsable de l'essor de la maladie en France, où des millions pourraient être touchés sans le savoir. Un quotidien d'exclusion, la réalité de la SCM. Il est crucial de comprendre que la perte de tolérance aux produits chimiques peut conduire des milliers de personnes à des situations handicapantes, voire invalidantes. Pour beaucoup d'entre nous, il n'y a plus d'autre choix que de rester cloîtrés pour espérer échapper à un environnement extérieur devenu insupportable. Pour les personnes les plus lourdement affectées, la spirale est dramatique. Perte de travail et de revenus. Cette maladie entraîne un coût important pour notre société, car elle brise des carrières et empêche les personnes de contribuer à la vie économique. Isolement quasi total. La vie sociale s'effondre. Il devient impossible de se rendre dans les infrastructures publiques, de prendre un transport en commun, de sortir tout simplement de chez soi,
ou même d'approcher des proches imprégnés de produits parfumés. Il n'existe à ce jour aucun traitement curatif. Notre prise en charge repose uniquement sur l'évitement des substances déclenchantes et sur un soutien psychologique et social souvent porté par l'association seule. Le vide institutionnel en France. Le constat est amer. En France, la maladie n'est pas officiellement reconnue. Ce manque de reconnaissance complique dramatiquement l'accès aux soins et la validation du handicap. C'est pourquoi nous militons pour un alignement avec des pays comme l'Allemagne ou l'Espagne, le Canada ou les USA, où les patients bénéficient de droits égaux. Nos missions au quotidien. Au sein de SOS MCS, nous agissons sur 3 piliers. Le soutien direct, nous proposons un service d'écoute, de conseil pour assainir son logement et une aide administrative précieuse pour les dossiers MDPH. La sensibilisation. Nous militons pour des établissements de santé sans parfum, afin que chaque malade puisse se soigner sans risquer une réaction grave. Le plaidoyer, nous portons la voix des malades auprès des élus, des partenaires comme nous le faisons aujourd'hui avec Secret Toxique pour dénoncer l'impact de la pollution chimique. Nos projets et notre horizon. Notre ambition pour les années à venir est claire. La reconnaissance officielle de la SCM en France, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays en Europe, voire dans le monde entier. Nous travaillons aussi sur un projet majeur, les lieux de répit, des espaces pilotes construits avec des matériaux neutres, sans émanation toxique, pour offrir une alternative vitale à ceux qui ne peuvent plus vivre chez eux. Nous participons au projet européen Life Kimby, porté en France par le réseau Environnement Santé, RES, pour réduire les perturbateurs endocriniens dans les foyers. Mon message final, une responsabilité partagée. En fin de compte, nous avons tous un rôle à jouer pour protéger notre santé environnementale et celle de notre communauté. En faisant des choix éclairés et en prenant des mesures pour réduire notre exposition aux produits chimiques, nous pouvons tous contribuer à un environnement plus sain et plus sûr. Ensemble, restons unis. C'est notre force pour bâtir un avenir où chacun pourra vivre dans la dignité et en sécurité. Je ne saurais terminer sans remercier chaleureusement la coalition Secret Toxique avec une mention spéciale pour Aurélie pour l'organisation impeccable de ce webinaire. Un grand merci également à nos 2 intervenants pour la qualité de leurs échanges, le Dr Richard, pneumologue, membre de SOS MCS et du conseil d'administration du réseau Environnement Santé, ainsi qu'Étienne, ingénieur chimiste et membre de SOS MCS. Vos expertises éclairent nos combats quotidiens. À bientôt pour de nouvelles actions ensemble. Prenez soin de vous.